Bonjour à toutes et à tous. Vous venez d'ouvrir le module sur la bientraitance. Les contenus de ce module sont interconnectés et complémentaires de ceux présentés au cours du module sur la relation d'aide. Ce module a pour objectif de vous sensibiliser à une approche bienveillante et humaine. Pour atteindre les objectifs présentés dans la diapositive et vous amener à travailler en autonomie autour d'une étude de cas, je vais vous proposer 3 grands thèmes de travail. Tout d'abord, nous aborderons la notion de maltraitance, puis la notion de bientraitance et enfin celle de la posture bientraitante qui impliquera votre posture professionnelle. Pour pouvoir parler de bientraitance, il faut avant tout connaître son contraire et ce qu'il implique. C'est pourquoi je vous propose une sensibilisation générale et théorique concernant le concept de maltraitance. Maltraiter, c'est traiter durement la personne. On parle également de violence pour des degrés importants de maltraitance. L'OMS restreint la définition de la maltraitance aux jeunes de moins de 18 ans. Elle implique la responsabilité des personnes adultes envers eux et la maltraitance a des répercussions pénales qui ne seront pas traitées ici. Cette notion de maltraitance est transposable à différents publics, comme par exemple les personnes âgées ou malades ou les personnes reconnues porteuses de handicap. Elles peuvent être victimes de formes de maltraitance différentes de celles énoncées dans la diapositive, comme par exemple la maltraitance financière, civique ou médicamenteuse. Nous allons nous intéresser plus particulièrement aux 4 grandes catégories de maltraitance citées dans la diapositive. Tout d'abord, la maltraitance physique. Cette forme de maltraitance pourra laisser des traces corporelles comme des ecchymoses, les contusions, voire des fractures ou toute autre trace. Sans penser aux cas graves de maltraitance physique, nos cours de récréation foisonnent d'exemples de maltraitance entre enfants. Prenons le cas d'une bagarre au moment de la récréation. L'enfant battu par ses camarades pourra, le cas échéant, adopter une attitude de protection typique et se retrouver à terre en position recroquevillée pour essayer de se protéger des coups reçus. Il s'agit ici d'un exemple très courant. Vient ensuite la maltraitance psychologique. Elle est difficile à détecter et peut être la conséquence d'une maltraitance physique. Il s'agit d'une maltraitance plutôt d'ordre verbal, avec des insultes, la peur, les brimades, les humiliations, etc. On retrouve parfois ce schéma dans les relations enseignant-élève. Cette forme de maltraitance concerne par exemple les enfants porteurs de différences au sens large du terme, qui sont mis à l'écart, voire insultés, ou éventuellement les enfants victimes de raquettes. On pourrait trouver d'autres exemples. Les exemples de maltraitance sexuelle ne sont que trop nombreux. L'enfant sera placé dans une situation sexuelle inappropriée à son âge, à son développement psychologique ou physique, par un adulte ayant une influence sur lui. Toutes les formes de maltraitance sexuelle ou de violence sexuelle sont passibles d'emprisonnement. Ne pas respecter les besoins fondamentaux de l'enfant nous amène vers la notion de maltraitance par négligence. Lorsque nous parlons de besoins fondamentaux, 2 auteurs sont à consulter. Virginia Anderson, qui a répertorié 14 besoins fondamentaux, et Maslow, qui a modélisé les besoins fondamentaux dans sa célèbre pyramide. La maltraitance par négligence aura des répercussions physiques, psychologiques, voire sociales. La bonne santé de l'enfant pourra être perturbée momentanément ou de manière plus durable. Des comportements inhabituels peuvent apparaître tels que l'agressivité, la victimisation, le fait d'être bouc émissaire ou un repli sur soi. L'enfant maltraité aura davantage de risques d'être isolé sur le plan social. Nous arrivons au second point dont je vous ai parlé au début de ce module. Il s'agit d'inverser la tendance et d'aborder la notion positive de la bientraitance. Au-delà de la définition même de la bientraitance, il s'agit de développer un savoir-être visant à accompagner l'épanouissement de la personne aidée. Le savoir-être implique d'avoir un comportement adapté à la situation,
Une attitude construite suite à une réflexion, mais qui à terme doit devenir naturelle pour un accompagnement de qualité. La bientraitance est directement liée à la relation d'aide, laquelle nécessite de développer des capacités d'écoute et d'observation, tout comme une posture professionnelle adaptée. De manière à prévenir la maltraitance, 3 ingrédients sont nécessaires. Tout d'abord, l'adaptation constante, qui va permettre de placer la personne aidée au centre de l'accompagnement. Ensuite, l'approche altruiste, qui va permettre d'être complètement disponible pour la personne aidée. Et enfin, 3e ingrédient, la remise en question, qui va permettre de réajuster sa pratique tout en ayant une capacité d'auto-observation ou d'introspection. Ces 3 ingrédients sont, à mon sens, indispensables. Et s'il en manque un, c'est la personne aidée qui risque d'en pâtir, que ce soit un enfant ou un adulte d'ailleurs. Yves Gineste et Rosette Marescotti ont développé et diffusé surtout le concept d'accompagnement avec humanitude. Ils privilégient entre autres la capture sensorielle pour favoriser la relation douce et bienveillante. Il s'agit d'un terme labellisé qui n'est utilisé que dans les structures qui ont spécialement formé leur personnel à cette approche. Ce type d'accompagnement relève avant tout du bon sens. On ne devrait pas, me semble-t-il, avoir besoin de faire un module sur le sujet. C'est pourquoi je parlerai d'accompagnement avec humanité, avec bienveillance et d'une posture bien traitante. Dans ce 3e point, je vous propose de développer quelques clés en termes de posture qui vous permettront d'avoir une approche bienveillante et bien traitante. Les diapositives suivantes sont complémentaires du module sur la relation d'aide. C'est par le regard que s'établira la relation. Ne pas surprendre l'autre, se mettre à sa hauteur, ou chercher son regard sont des attitudes à avoir pour rester bienveillant. À titre d'exemple, si vous parlez à une personne sans la regarder, aura-t-elle envie de converser avec vous? Son attention sera difficilement captée. La relation sera plus difficile à établir et son existence sera plus difficilement reconnue. À ce moment, nous ne sommes pas dans une démarche de bientraitance. Car regarder, c'est considérer la personne ou l'enfant. Cette attitude est d'autant plus importante lorsqu'on est en présence de personnes fragilisées. Parler, oui, mais comment? La façon dont on parle impacte sur la relation avec l'autre. Le volume, le ton, le débit verbal doivent être maîtrisés de manière à s'exprimer calmement et sans agressivité. Je vous pose la question. Si vous demandez à un enfant de se calmer alors que vous lui parlez très vite et très fort, allez-vous obtenir le résultat escompté? Le toucher est primordial pour une relation perçue comme non agressive. La façon de toucher l'autre pourrait être perçue comme un rappel à l'ordre ou au cadre. Prenons plutôt un exemple dans une cour de récréation où l'enfant sera saisi par le poignet pour être éloigné du groupe, quelle qu'en soit la raison d'ailleurs. Mais le toucher pourra être perçu également comme une mise en confiance. Par exemple, lorsque l'on soutient le poignet d'une personne ou d'un enfant pour accompagner un geste malaisé, nous serons plus, dans ce cas-là, dans une relation de confiance, dans un toucher qui vise à mettre en confiance. S'il y a contact physique, il est sage de faire en sorte que celui-ci soit doux et hors des zones douloureuses éventuelles. Je pense par exemple à la manipulation d'une personne ayant une jambe dans le plâtre. Et qu'en est-il de vous, de votre posture? Essayez-vous toujours de parler de manière calme et douce? Prenez-vous le temps d'analyser les situations pour essayer de comprendre les causes des faits observés? Prenez-vous la peine de vous observer pour adapter au plus juste votre attitude? Prenez-vous en compte le respect et la dignité de l'enfant avant d'agir? En d'autres termes, êtes-vous bienveillant ou bienveillante? Ou bien traitant? Nous arrivons au terme de ce module,
comme promis, c'est désormais à vous de réfléchir à partir d'une étude de cas inspirée des manuels de Bac Pro ASSP. Prenez le temps de répondre aux questions avant de consulter les corrigés, qui ne sont d'ailleurs que des éléments de réponse, pas de réponse absolue, car vos expériences professionnelles vous amèneront à donner des exemples qui n'ont pas pu être développés ici compte tenu du côté succinct de ce module. Par ailleurs, vous remarquerez que le mot maltraitance n'est pas utilisé. Je préfère utiliser une approche positive, car ce qui est positif amène du positif. Je vous laisse méditer là-dessus. Voici le texte de l'étude de cas. Au moment de la sieste, l'enfant est installé dans le dortoir, comme une petite pièce assombrie, dans une petite pièce, assombrie par des rideaux où sont disposés les lits. L'enfant se met à pleurer et refuse de dormir. L'adulte référent lui demande sèchement d'arrêter avant de fermer la porte du dortoir. Cette situation est-elle une situation de bientraitance? Et pourquoi? Quelles attitudes auraient pu être adaptées? Qu'auriez-vous fait dans cette situation? Nous vous proposons maintenant quelques éléments de réponse. Cette situation était-elle une situation de bientraitance et pourquoi? À mon sens, non. L'adulte référent ne tient pas compte de ce qu'exprime l'enfant par ses pleurs. Il ne lui parle pas de manière rassurante. Il ferme la porte du dortoir et laisse l'enfant seul face à lui-même, sans se poser de questions, ni proposer de solutions alternatives. Il ne tient pas compte non plus de l'environnement, qui peut être générateur de peur. Pour répondre ici, il était nécessaire de faire le lien avec le contenu concernant la posture bientraitante, avec notamment le regard, la parole. Quelles attitudes auriez-vous pu adopter, auraient pu être adaptées? Tenir compte par exemple des faits observés, comme les pleurs de l'enfant, s'approcher de l'enfant pour lui parler doucement, s'asseoir près de lui, le questionner, le rassurer. Ou proposer des solutions alternatives, essayer de comprendre. Ce module vous a été présenté par Christelle Gogo, réalisé par Fabrice Darrigrand et Christelle Gogo, sous la direction d'Annabelle Feuillafet.